Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur Récap de l'UFC London. Masvidal a choqué la planète, guys, avec un KO au deuxième round. Ce cher Darren Till, vraiment, comme disent les Anglais, out cold. D'abord, crochet du gauche pour être mis KO. Deuxième gauche en tombant. Et puis le troisième, après que sa tête ait rebondi au sol, un espèce de hammer fist qui servait quasiment à rien parce que là, il était vraiment mort. Et qui est resté ensuite, quoi. Ouais, facile, 1 minute 30 inconscient et sous assistance respiratoire, qui s'est ensuite relevé tant bien que mal. Il n'a pas encore réagi. Mais bref, Masvidal réussit son coup. Et puis ensuite, comme il n'en avait pas assez, il a défoncé Leon Edwards. Bravo. Ouais. Alors, Bah, écoute, est-ce que tu me permets de commencer, mon bon Polydomso? Vas-y. Alors déjà, quand même, je tiens à dire que c'est un sport, mais que qu'est-ce que c'est que ce truc derrière là? je sais pas, les aliens débarquent, les gars. Ok. Je tiens quand même à dire que bon, c'est un sport et voilà, c'est un sport de combat, etc. Mais voilà, c'est quand même comme on rappelle les dires de Georges Saint-Pierre, on peut pas jouer à se battre et malgré tout, tu vois. Là, ok, c'est le lendemain, on est tous tranquilles, petit-déj, tout ce qu'on veut. C'est quand même extrêmement On tremble un violent. petit peu, là. Hein. On tremble Hein? un petit peu. Moi, Oui, j'ai la tremblote, hein, parce que c'était terrifiant. mais vraiment, enfin, voilà, c'est pas un jeu quand même. Ce La qui s'est régie pris m'apporte le devant. cœur. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe là? De quoi? Ah, il y a une livraison à domicile. Ouais, la régie. Alors, Mais voilà, quand même. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est quand même, c'est pas un jeu. Et là, ce que c'est pris, comment dire, Darren Till devant des millions de gens, devant sa famille, devant sa compagne, à etc. domicile, hein. À domicile, c'est vraiment Masvidal, le extrêmement gladiateur. violent. Ouais. C'est extrêmement violent et voilà, en plus, pour ma part, je m'étais vraiment attaché à sa personnalité, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est un rappel que ouais, c'est un sport dont on est fan, etc. Mais voilà, c'est pas un jeu, quoi. C'est vraiment très très sérieux. Et bah voilà, pour Thiel, je pense qu'il sera pas le même combattant dorénavant parce que c'est pas le même genre de finition que ce qui s'était passé contre Woodley. Là, c'est vraiment, Oui, non, il a 26 ans, il vient de prendre un KO rare. On voit rarement des KO aussi violents que cela. clairement. Je pense que maintenant, il n'aura plus d'autre choix que de monter en middleweight parce Ouais. que là, au niveau de la déshydratation, qui a peut-être joué un facteur, et si la déshydratation n'a pas joué un facteur dans sa fragilité de menton, en tout cas, elle a joué un gros facteur dans la multiplication des dommages parce que son cerveau Tout à fait. n'a forcément pas correctement été réhydraté parce qu'il faut 72 heures normalement. Donc, on ne reverra plus, je pense, Darren Till de la même manière. Ce sera plus le même. Et voilà, maintenant, on peut rentrer dans le combat. Attendez, parole Oui. quand même à la défense Polydomso, quand même. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je suis plus pessimiste que Rost parce que je pense que c'était déjà plus le même homme après sa défaite contre Tyron Woodley. Je trouve que ce qu'il a montré en fait pendant le combat contre Masvidal, du coup, c'était inquiétant parce que je trouve qu'il cherchait trop à placer le KO, trop à placer sa gauche, tu vois. Il n'était pas varié dans sa stratégie, il est peut-être rentré tout le temps de la même manière, tout le temps la même accroche, tu sais, avec le piti pati jab, tu vois, pour ensuite Ça marchait au rentrer. début du combat, quand même. Premier round, ça Il y a a eu fonctionné. un Il y a eu deux knockdown, fois. Le ouais, knockdown et une deuxième fois, il y a eu un petit enchaînement. Mais c'est vrai que t'as aussi ce côté Masvidal, le mec. Ross il avait déjà dit, quand tu te bats dans des jardins avec Kimbo Slice et ce genre de choses, t'as une enfin pas directement contre Kimbo Slice, hein, bien entendu, mais il a une capacité d'encaissement et à récupérer qui est quand même inouïe. Hein. non, c'est surtout sa capacité de récupération, tu vois, enfin, parce Ouais. que il s'est fait mettre knockdown, tu vois, mais Tout à fait. il est revenu dans le truc. Ouais. Moi, ce qui m'a interpellé en fait quand tu regardes le combat, c'est qu'il y a plus cette variété, tu vois, de parce que Darren Till, pour placer sa gauche en fait, même en attaque, même en agression et pas forcément en contre, il avait tout un jeu, tu vois, de low kick, de genoux, il troublait les distances avec les coudes et tout, tu vois, il y avait tout plein d'outils qu'il mettait en place pour ensuite déclencher sa gauche. Là, il a eu peut-être un succès trop tôt, parce que c'est son premier coup du combat où il met le knockdown, et après, il était obsédé par remettre en fait cette gauche-là, tu vois. Et il a négligé certaines armes. Bon, il a essayé de faire quelques middle kicks, et il s'est fait attraper 2-3 fois, il avait peut-être un peu peur d'aller au sol, mais je pense que en vrai, enfin peur, il avait juste un peu d'inquiétude pour d'aller au sol, tu vois. Mais en vrai, c'est ce que lui disait son coach, il disait, mec, essaye
à chaque fois de monter sa garde avec le high kick pour ensuite placer ta gauche, t'es un gaucher. En fait, généralement, c'est ça la combinaison qui marche bien avec les gauchers, tu vois. C'est tu mets le high kick, comme ça, il se protège, et ensuite tu places ta gauche, ou vice-versa, tu vois. Mais il l'a D'ailleurs, pas c'est fait. exactement ce que Masvidal a mis à, comment dire, il me semble, à Donald Cerrone. Exactement la même. Ouais. Mais et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Polydomso, en plus c'est vraiment c'est frustrant parce que c'est ça qui fait presque le plus mal. Au bout de 3-4 minutes, personnellement, j'avais vraiment le sentiment que Masvidal avait compris les entrées et le rythme de Darren Till. Et au bout de quelques minutes et au bout de quelques entrées en 1-2 et à chaque fois en finissant par sa gauche en direct, Darren Till, vraiment, il a, comment dire, Masvidal réussissait à soit choper Darren Till en arrivant, soit à le choper en sortie, mais que vraiment, il n'était plus autant en danger après ce premier knockdown et après ces premiers enchaînements. Même que ce soit contre la cage ou que ce soit au milieu de la cage, sa gauche ne passait plus, soit il la parait, soit il arrivait à l'éviter, mais la gauche de Darren Till ne passait plus très rapidement. Et c'est vrai que le fait qu'il n'était plus aussi diversifié dans ses attaques et dans ses entrées, c'est ce qu'on disait avant avec Polydomso, mais même si le combat s'était éternisé et avait été au 3e, 4e, 5e round, personnellement, en fait, je pense que Darren Till était un petit peu, il était mal quoi qu'il arrive en fait. Ouais, il se prenait quand même beaucoup de coups sur le combat. Après le KO, il y a un côté, je pense aussi qu'il a été surpris par la capacité de Masvidal à vraiment, finalement, casser la distance sur ce KO-là. Parce qu'on voit, il s'attend pas du tout à se prendre ça. Et parce qu'il est vraiment tout menton ouvert, vraiment en mode je gère avec mon bras pour éviter ce qui se passe. Mais ça, ouais, c'est ce que je veux dire, c'est le gros défaut de ce type de style. Oui, c'est vrai. Parce que bon, il vient du Muay Thai Darren Till, mais il a plus un style, je trouve, à la Conor McGregor, tu vois, genre avec une garde qui est ouverte, il n'y a pas vraiment de garde, et il gère sur ses déplacements sa défense en fait. Sa principale défense à Till, c'est le footwork en fait. Ouais. Il met la pression, il recule, il n'a pas un jeu, tu vois, de blocage ou de cross guard, tu vois, où tu vas te. Non, il a un jeu où il gère les distances, il recule. Le problème, c'est qu'il s'est pris beaucoup de body kick par Masvidal, qui à mon avis ont dû saper son cardio parce qu'il bougeait beaucoup moins vite en fait. Déjà dès le deuxième round, je trouve qu'il reculait moins vite et tout. Et c'est pour ça, je pense Ce qui pourrait être le cut aussi. Hein. Oui, ouais, mais ça va. D'ailleurs, vous avez vu la pesée, messieurs, la pesée officielle, qui était un petit peu. On va pas. Shady Un petit peu shady. Je vous laisse la regarder, tiens. Je vous laisse la regarder parce qu'il faut que je ramène quelque chose qui va vous intéresser pour la deuxième partie du podcast. Regardez-la, puis ensuite nous poursuivrons. Ouais, c'est le podcast là. C'est un peu la fête là. Hein, C'est Valet Tudo là. La fête du slip. Alors allons-y. En bon écolier, tu vois, genre. Puisque l'ordre est donné. Non, mais en fait, honnêtement, je suis quand même assez d'accord avec ce que tu disais. C'est vrai que si ça s'était poursuivi sur le round, ça aurait été complexe, tu vois. Enfin. Ouais, parce que là, mec, putain, fait chier parce qu'il faudrait qu'on le dise dans le podcast, ça. Mais l'enchaînement là, où en gros, bon, celui sur lequel il met KO, la spéciale Tyron Woodley, là où il fait un footwork un peu rapide, mec, j'ai passé 20 minutes à le faire ce matin, tellement d'ailleurs, je l'ai mis au ralenti sur YouTube et je me suis entraîné à le faire, tellement c'est vraiment spécial comme truc. Mais même l'enchaînement avec changement de garde, et il prend d'abord un peu la droite et la gauche ensuite, le crochet un peu chaotique là. Ça, vraiment, il se fait toucher même avant et il se serait fait toucher après. Enfin, franchement, là, c'était vraiment. Mais à chaque fois d'ailleurs, qu'il rentrait, qu'il ressortait, que Masvidal contrait en crochet, il se faisait toucher. Hein. Il s'est fait toucher quand même pas mal de fois hein, en crochet, en enchaînement de crochet, et puis bien sur le menton et tout. Ouais, voilà, ouais. C'est juste que celle-là, il l'a pas vu venir, mais il les prenait flush, quoi. Ouais, il les prenait nettement, tu vois. Donc c'était assez complexe. Mais de toute façon, cette carte, je te dis, pour les espoirs, pas super brillante, hein, tu vois. Genre, Bah ouais, mais putain, les espoirs tout court à l'UFC, il faudrait quand même qu'ils se sortent les doigts du cul, là, parce que. Ah, t'es dur. Il y en a qui. Bah, bon, alors, attends. G, t'es de retour parmi nous enfin... de retour, exactement. On était toujours en mode podcast, hein, messieurs. Oui, continue. Ouais. Oui. C'est formidable. Et donc, oui, bref, tout ça pour dire, Darren Till, l'autre truc, moi, qui m'a un petit peu déçu, c'est vrai que j'ai trouvé que, au-delà de sa taille et de son physique, il n'y a pas eu d'arme en plus, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est le mec le plus grand, le plus imposant. Et là, j'ai trouvé une certaine suffisance, dans le sens où il s'est vraiment juste servi de cette présence physique-là pour enlever finalement tout son travail de feinte et tout ce qu'il faisait avant. Parce que même le côté, toute cette pression qu'il mettait sur les gars, donc de côté vraiment, comment dirais-je,
overwhelming, mon cher Rust. Enfin, vraiment, Ouais, dépassant, ouais. acculer le mec, le dépasser complètement. Contre la cage, là, on voyait que c'était plus un côté présence physique qu'autre chose. Et c'est ce qui m'a un peu déçu parce que ça arrivait plusieurs fois et finalement, on voyait que Masvidal s'attendait à quelque chose et que ce quelque chose ne venait pas. Donc, Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est ce qui m'a un peu vraiment surpris aussi avec Darren Till, c'est qu'il a toujours eu en fait cette présence et il a toujours eu ce côté je suis plus imposant physiquement et j'ai plus de puissance de matraque comment dire derrière la pédale d'accélérateur. Il l'a toujours eu. Mais c'est vrai que là, on a vraiment un côté un peu comme Luke Rockhold, c'est-à-dire c'est ce que tu disais, ce côté suffisant, ce côté j'ai pas grand-chose à craindre, je gère, j'ai les distances, je me fais pas surprendre si facilement, etc. Je suis vétéran de ce genre d'échange et de ce genre comment dire de combat debout. Et c'est pour ça que c'est Dan Hardy pour lui rendre qui disait ça, et je pense que c'est parfaitement malin et bien vu, c'est le fait que là, il est temps qu'il monte en middleweight pour cette raison. C'est qu'en middleweight, il ne pourra pas se permettre d'avoir cette approche du combat où il est suffisant et où il n'a rien à craindre parce que là, il va tomber sur des gros cogneurs aussi. Et là, voilà, je pense que ça a aussi participé. Il se méfiait moins et vraiment à tort parce que, comme tu disais, Polydomso, Masvidal, premièrement, il l'avait déjà touché plusieurs fois sur le même enchaînement au cours du combat et il l'avait pris plein pot. Hein. C'est juste que lors du KO, il l'a juste pas vu venir, mais le même enchaînement, il le prend plein pot plus tôt. Et même à part ça, c'est vrai que également, comme tu disais, Polydomso, il était beaucoup plus, comment dire, Masvidal. Il le menaçait en takedown, il le menaçait en low kick, il le menaçait en tips, il le menaçait absolument partout. Et pourtant, Darren Till n'a pas adapté son jeu, n'a pas adapté son game plan et n'a rien adapté. Donc, c'est vrai que c'est assez troublant, quoi. C'est vraiment troublant. D'autant que il a eu les conseils de son cornerman. C'est-à-dire, parce que quand tu regardes sur la carte, moi j'ai regardé la carte dans son intégralité, bon, sauf Leon Edwards, Gunnar Nelson, je le confesse, j'ai pas eu le courage. Mais, non, parce que c'est des combattants qui gagnent souvent enfin, surtout Gunnar Nelson, il a un rythme un peu lent, donc je savais que ça allait pas être. Peut-être je me suis trompé, hein, vous me direz, mais que ça allait pas être super festif comme combat, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant toute l'intégralité de l'événement, on a pu voir des cornerman qui étaient un peu dépassés, tu vois, qui savaient pas trop quel conseil donner, qui disaient ouais, vas-y, rentre-lui dedans, enfin des trucs un peu bizarres, tu vois, genre un peu étranges. Bon, après, il y a beaucoup de motivation et de psychologie dans ce métier-là, tu vois, mais là, en fait, son cornerman lui disait exactement ce qu'il fallait faire. Il lui a même fait remarquer que Masvidal esquivait souvent, tu sais, en bob and weave, et qu'il y avait moyen de placer un high kick à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un conseil, on va dire, tactique, efficace, tu vois. Non, je pense qu'un mec comme, par exemple, TJ Dillashaw, si on lui avait dit ça, dans cette même situation, il aurait appliqué, mais immédiatement, tu vois, le truc. Tu vois, genre, première chose qu'il fait, il l'aurait fait, tu vois. Enfin, un premier enchaînement, il l'aurait fait, tu vois. Et Darren Till ne l'a pas fait du tout, tu vois. Genre, mais je pense que ça a à voir avec ce que tu disais plus tôt, le fait qu'il a mis ce premier knockdown et après, à mon avis, il a vu rouge, il était vraiment dans un couloir et il n'a rien vu d'autre dans sa tête et dans son esprit, il y avait uniquement je l'ai fait, je peux le refaire, c'est qu'une question de temps avant que je le rechoppe et je pense qu'il en a oublié toutes ses autres armes, à mon avis. Possible. J'espère que c'est ça. En tout cas, terrible. Terrible, messieurs. Je pense qu'on peut passer à l'autre combat qui nous intéresse un peu, qui a été bien plus disputé que prévu. Dominique Reyes, Volkanos Demir, qui a vraiment pu aller à l'un ou l'autre, hein, mine de rien. Après, moi, j'étais un peu d'accord au niveau de l'activité globale à Dominique Reyes, même si pour ma part, hein, Volkan a plus touché. J'ai trouvé, a fait un petit peu plus de dommages et c'est vraiment bien débrouillé, j'ai trouvé. Moi, je l'ai donné à Ozdemir. Et je suis un énorme fan de Reyes. Hein. J'arrête pas de le survendre, de le surhyper à chaque fois qu'il combat, tu vois. Mais je trouve que les deux premiers rounds allaient à Ozdemir. Enfin, après, c'est juste mon avis. On a tous son avis. Il vaut pas plus qu'un autre, tu vois. Mais comme dirait Clint Eastwood, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Exact. Voilà. Exact. Parole pleine de sagesse et de bon sens, tu vois, genre. Mais non, mais j'ai trouvé qu'il était plus agressif Ozdemir, qui touchait plus nettement, en tout cas sur les premiers rounds, qui mettait vraiment la pression, qu'il a vraiment désarçonné Reyes, qui n'arrivait pas à trouver sa distance. Reyes, il était en galère, et en fait. Ouais. Reyes, pour ceux qui... Bon, je vais peut-être me faire cramer avec cette comparaison, mais c'est un peu un nouveau Crocop. Il combat un peu de la même manière. C'est un mec qui est grand, enfin de quoi pour sa catégorie, qui mise beaucoup sur son bras arrière et sur son high kick, qui a une bonne tech dans de défense, et son principal
moyen défensif, c'est de pivoter sur sa gauche, tu vois. Genre, il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, entre les deux styles, tu vois. Et comment est-ce que Crocop, la première fois où il a vraiment perdu de manière intelligente, qui s'est pris une masterclass, c'était contre Fedor, c'est quand tu mets la pression. De toute façon, quand tu mets la pression sur un kicker, un mec qui est prédominant kicker, en reculant, il ne pourra pas kicker, tu vois. Et c'est un peu ce qu'a fait Ozdemir dans ce combat, tu vois. Il lui a mis la pression, il a tout le temps avancé sur lui, et dès que le mec commençait à enclencher, Ozdemir déroulait un jeu en crochet, et puis après, tu vois, un peu en dirty boxing et tout, tu vois. Donc, je trouve que Reyes ne s'est pas attendu à autant d'agressivité. Il a peut-être tendance à installer son jeu et à plutôt dominer dans des échanges longs, tu vois. Et j'ai trouvé qu'il s'est pas vraiment adapté. En fait, pourquoi est-ce qu'il a gagné le troisième round, Reyes? C'est parce que Ozdemir fatiguait, tu vois, et qu'il mettait plus la pression comme ça, tu vois. Donc, Bah ouais, et puis moi aussi un petit peu frustré, hashtag choqué déçu par Reyes, mais en plus il y a un truc qui m'a vraiment déçu parce que là ça montre autre chose que juste des skills, c'est le fait qu'il était pour moi un peu perdu quand il a vu qu'il y a des trucs qui marchaient pas, qu'il y a certaines de ces combinaisons qui prenaient pas et que Zdemir arrivait à gérer et à lire, et ben il savait pas quoi faire en fait. Et c'est vrai que quand tu dis qu'il a pas su s'adapter, je suis à 100% d'accord. Et c'est ça qui, moi, vraiment me gêne un petit peu. C'est que s'il est perdu contre Ozdemir et qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il n'arrive pas à innover et à créer et à se créer de nouvelles opportunités, ben, Ozdemir est super bon, mais contre John Jones, il lui faudrait 20 ans, jamais il arrivera contre un mec comme John Jones à vraiment à outsmarter. Bon, bah voilà, je balance le terme. à le jouer. À le jouer, voilà, il Ouais, arrivera, c'est ça. il n'y arrivera pas. Et moi, c'est ça ça me gêne un petit peu quand même. D'autant que moi, j'ai trouvé que, bon, après, c'est facile de dire ça. Là, je suis tu vois, sur ma siège, tranquille, avec le petit Ta café le siège. matin et tout, tu vois, genre mon siège, tranquille, avec des amis. Je me prends pas des bourre-pifs plein la tête et tout, C'est tu vois. vrai, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pendant tout le combat, Reyes, qui est un gaucher, partait sur sa gauche, c'est-à-dire du côté du bras arrière d'Ozdemir. Il est bon. Là encore une fois, circle out, tu vois. Il n'a pas contourné Ozdemir sur le bras, du côté du bras avant d'Ozdemir. Quand tu contournes un adversaire du côté de son bras avant, il est obligé de se recaler, tu vois, parce qu'il n'a pas son bras arrière. S'il tape avec son bras arrière et que tu contournes vis-à-vis de son bras avant, le mec va s'étendre et va Ouais. s'exposer, tu vois. Mais en fait, Reyes, pendant tout le combat, il tournait, il circulait out, tu vois, il circulait du côté du bras arrière d'Ozdemir, tu vois. Donc il se faisait toucher tout le temps. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait péter le nez tout à fait. au premier round, tu vois, et c'est pour ça qu'il avait du mal à respirer ensuite et tout. Et ça, je me dis, bon, c'est peut-être une question d'appréhension. Peut-être il n'a pas l'habitude qu'on lui mette la pression. Mais en tout cas, il va falloir travailler ce côté-là si tu veux progresser. Tu peux pas, en fait, faire ce genre de. C'est pas d'erreur, mais tu vois, c'est d'habitude, en fait. Parce que Ozdemir, après, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il lui rentrait dedans, tu vois, continuellement. Tu vois, genre, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire pour casser la distance, tu vois. Enfin, Ouais. En tout cas, mine de rien, un bon test pour Dominique Reyes, qu'il a découvert l'adversité. Et puis Volkan, c'est bien parce que c'est vrai que c'est quand même un. Ok, c'est une défaite par décision partagée, avec un combo où, mine de rien, il a montré même qu'il n'avait pas peur d'aller au sol, parce qu'il a quand même tenté les takedowns. Donc je trouve que pour les deux, c'est intéressant. Certes, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais là, on n'a pas ce côté, finalement, Volkan Ozdemir, dont Polydomso est véritablement fan, n'est pas fini. Voilà, c'est ce qui est bien, je trouve. Il n'y a pas vraiment de perdant, pas dans le sens, là, Darren Till Masvidal, il y a clairement un gars pour lequel on s'inquiète. Là, on est plutôt même agréablement surpris par ce qu'on a vu. c'est sûr que Ozdemir, il a bien combattu, hein, moi, je trouve. Il a fait une belle Ouais. perf. Ouais, non, super belle perf, mais en revanche, ça me permet juste de rebondir sur un truc, et pareil, on en discutait avant avec Polydomso, mais bordel, il y a des trucs chelous quand même dans ce sport, et moi, il y en a un là qui est en train de me. Mais vraiment, c'est un puzzle pour moi, c'est normalement, quand un sport théoriquement marche bien, est sain, et que tout va bien dans le meilleur des mondes, les prospects et les jeunes qui montent, eh ben, ils battent les anciens et les vétérans, et voilà, et ça continue, c'est le cercle de la vie. Et là, et Le là, coup de gueule. mais là, qu'est-ce qui se passe sans déconner? On a donc, voilà, on a Darren Till qui se fait mais étaler par un vétéran. On a, je sais pas, Alex Hernandez qui se fait étaler par Cowboy Cerrone. On a Pantera, Yair Rodriguez qui se fait éclater par Frankie Edgar. Là, il y a un truc qui est en train de se passer
Mais pareil, au final, Dominique Reyes, il a gagné, pour moi il a perdu, mais il a gagné contre Ozdemir, qui est donc un vétéran, qui était normalement, on en discutait avant le podcast, mais avant le combat, mais voilà, c'était censé, l'UFC voyait le combat Reyes-Ozdemir comme étant une marche pour Reyes pour s'affirmer et aller vers le titre. C'est clairement ça, c'est pas comme ça, je pense que ce sera utilisé. Je sais pas ce qui se passe, mais et Polydomso, du coup, tu avais une théorie par rapport à ça, mais c'est vraiment c'est bizarre ce qui se passe dans ce sport, c'est bizarre. Il se passe pas ce qui devrait se passer normalement, quoi. Bah, après, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de variables dans le sport qui fait que c'est pas, tu vois, c'est pas comme la boxe par exemple où bah, tu as juste les points, quoi, tu vois, genre, et logiquement, tu vois, les rencontres, bah, en fait, la variabilité en fait et le champ de concurrence, ça se concentre sur les mêmes aptitudes en fait. C'est-à-dire l'aptitude d'aller vite, l'aptitude d'avoir un bon footwork, l'aptitude de puncher, tu vois. Là, le problème, c'est qu'un mec qui est très très bon en striking, il peut se faire étaler par un mec qui est bon en lutte et vice versa, tu vois. Donc en fait, c'est tellement variable comme sport que effectivement, tu vois, le turnover, comme tu dis, tu vois, des jeunes qui remplacent les vieux, bah, il est complexifié par toutes ces variables en fait. Je pense. Autre chose, je pense que c'est un sport qui est vraiment naissant, quoi qu'on en dise, même si il a une bonne croissance. Et je pense pas qu'il y ait un énorme pool de combattants, tu vois. Il y a une énorme réserve, tu vois. Et même s'il y a des jeunes qui sont plus athlétiques, tu vois, par exemple Dominique Reyes, c'est ça, c'est un gars qui a fait la NFL, je crois, un petit peu, ouais, et qui est quand même plus athlétique que le light heavyweight moyen, qui n'est pas la catégorie la plus athlétique qui soit, tu vois. Bah, même malgré cela, je pense pas qu'il y ait un vivier de jeunes espoirs qui arrivent avec une compétition entre ce vivier qui ferait qu'en gros, ils dépasseraient les gens qui ont un peu plus d'expérience. Et moi, je pense que c'est l'expérience qui parle beaucoup dans ce sport, tu vois. Et c'est pour ça qu'un mec comme Masvidal, il a quand même, je sais pas combien de combats, presque 50 combats, tu vois. Donc c'est un gars qui a l'habitude, l'expérience et qui, mine de rien, n'est pas cuit physiquement, tu vois. Il est encore... il a 2 ans de pause. Hein. Il a 2 ans de pause et puis il n'a, entre guillemets, finalement, alors 34 ans, c'est l'âge où normalement, effectivement, tu commences à vraiment, vraiment accuser le coup en MMA, mais pour quelqu'un comme Masvidal, c'est vrai qu'il a, je crois que c'est un de ses premiers knockdowns, il a jamais été mis KO dans sa vie, il a su vraiment, il a su se régénérer et garder une forme physique qui va bien. Et c'est vrai qu'en plus, je suis d'accord avec toi, Polydomso, là, par exemple, ce KO de Darren Till, c'est vraiment à 100% dû à l'expérience de Masvidal, sans déconner. Donc voilà, mais moi, voilà, je suis d'accord avec toi, effectivement, mais ça me travaille parce que je me dis dans ce cas-là, ce sera toujours le cas, en fait, quelque part. Après, il y a du matchmaking aussi un peu hasardeux, je pense aussi de la part de l'UFC, parce que pour moi, le Masvidal, c'est une surprise, mais sinon, les Alex Hernandez, Cowboy Cerrone, Pantea, donc il y a Rodriguez contre Frankie Edgar, à chaque fois, c'est des mecs qui n'avaient pas eu justement ce côté, un gars intermédiaire. Par exemple, Darren Till, avant d'avoir Wonderboy, avant d'avoir Woodley, il avait eu Donald Cowboy Cerrone, qui était un peu le vétéran intermédiaire. Pour tous ces mecs-là, il y a quand même eu, il n'y a pas eu finalement ce combattant que tout le monde connaît de nom, mais qui est abordable. C'était vraiment l'UFC, ils se sont dit, ok, il a claqué un KO impressionnant, on passe direct face à un top 3 confirmé. Donc c'est un petit peu compliqué aussi, parce que c'est vrai que Yair Rodriguez, il sortait juste avant Frankie Edgar d'une victoire contre BJ Penn. Ah, mais c'est sûr, le matchmaking était hasardeux, mais voilà, il n'empêche qu'en fin de course, on se retrouve avec des vétérans qui sont toujours là. Le mec essaie de justifier comme il peut, tu vois, genre. Bon alors messieurs, je vous propose de répondre aux nombreuses questions que nous avons reçues cette semaine. Parce que t'étais pas là au dernier podcast, Polydomso, mais là ça va être l'invasion des profanateurs de sépulture. Alors, on va commencer par Damian. Damian qui nous avait posé des questions la semaine dernière dans un français plus ou moins hasardeux. Parce qu'il est étranger, tu nous disais. Exactement, et c'est pour ça. Donc, je voulais rendre à Damian ce qui appartient à Damian. Merci beaucoup. Sorry for the spelling mistakes. French is not my native language. Merci pour vos réponses aux vidéos. Excuse-moi donc, Damian. Voilà, en tout cas, merci pour tes questions. Voilà, on tenait à rétablir la vérité sur ce cher Damian. Ensuite, nous avons une question de Ushiva. Hello la sœur, j'ai regardé votre podcast d'hier, comme d'habitude très réussi avec le retour de Polydamso. Alors, premièrement, je tenais à préciser que c'est moi l'auteur de la vanne sur UFC, c'est devenu Manpower. Même DR, preuve à l'appui. J'étais MDR en voyant Polydamso la ressortir. Donc voilà,
il a quand même une question. Ouais, quand même. Oui, deuxièmement. Non, parce que bon, à tout seigneur, tout honneur, bon, je suis content de savoir qui a fait cette vanne pour lui rendre peut-être l'image. Rendons-lui hommage, une minute de silence. Voilà. Deuxièmement, j'ai une question. Après sa démonstration à l'UFC 235, que va faire John Jones? Va-t-il nettoyer sa catégorie ou prendra-t-il le risque de monter en poids lourd pour vraiment écrire sa legacy? Pour ma part, je trouve que le niveau de sa catégorie est franchement faible à côté de lui. Il marchera sur tous ses adversaires, sauf peut-être Johnny Walker, qui a une puissance physique et une corpulence qui peut gêner Jones. Je veux pas forcément qu'il aille en poids lourd, mais je suis dégoûté qu'il n'y ait personne de vraiment sérieux dans les light heavyweight pour qu'il puisse démontrer qu'il est le GOAT incontestable. PS, ce serait cool que vous y répondiez en vidéo dimanche. Sur ce, continuez votre beau boulot les gars. On sent une ambiance familiale sur votre chaîne, c'est très plaisant. Bonne journée l'équipe. Alors, Bah, c'est un peu la critique qui a poursuivi Jones, mais depuis très longtemps, hein, je crois depuis sa deuxième ou troisième défense de titre, les gens ils disent bon c'est sympa, mais quand est-ce que tu montes en poids lourd, tu vois, enfin, surtout qu'il y a beaucoup un des reproches avant le reproche évident qu'on peut lui faire sur sa prise de produit et tout, et je le conçois, hein, c'est pas le problème, mais ce que je veux dire, enfin si c'est le problème justement, mais avant ce reproche-là, il y avait un autre reproche qui a maintenant un peu disparu, c'était le reproche de dire bah en fait John Jones c'est juste un poids lourd qui cut à mort pour rester chez les light heavyweight et les cartonner, tu vois. Je pense pas vraiment que ce soit fondé parce que je pense pas que John Jones c'est la structure vraiment d'un poids lourd, c'est un mec qui a des jambes très très fines et qui je sais pas, il est très fin, il est très longiligne. Je pense que c'est ça surtout qui trouble beaucoup les gens, mais je pense pas que ce soit quand tu vois un mec comme Junior Dos Santos ou même un Francis Ngannou, tu vois, ils ont pas le même physique, quoi. C'est pas le même modèle. C'est pas les mêmes modèles, tu vois, pas du tout, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que je pense il devrait, et ça fait même un moment qu'à mon avis, il devrait monter qu'il aurait dû monter en poids lourd. Ça, je soutiens à fond parce que c'est vraiment le move qui présenterait suffisamment de panache pour être à la hauteur en fait de la carrière de John Jones. Enfin... Ouais. Et puis en plus, évidemment, il faudrait qu'il monte. Et puis là, pour moi, je suis d'accord. En fait, c'est un vrai light heavyweight hein, pour moi. Il est vraiment, il a la structure d'un light heavyweight. Il a jamais eu de problème à cutter. Il cut absolument facilement, etc. Pour moi, c'est un vrai naturel light heavyweight. En revanche, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il monte en heavyweight, ne serait-ce que pour se trouver un challenge en fait. Léa, il y a un moment donné, si le challenge, il ne le trouve pas techniquement parmi ses camarades en light heavyweight, et ben dans ce cas-là, qui rajoute le côté épaisseur physique qu'il trouvera en heavyweight. Et là, on verra peut-être enfin un John Jones en difficulté. Donc, ne serait-ce que pour le voir se trouver de nouveaux challenges, il faut absolument qu'il monte, quoi. Surtout que le problème, c'est que la catégorie light heavyweight, on en parle quasiment à chaque podcast, c'est bien parce que là, il y a un petit retour avec des noms, mais vraisemblablement, John Jones ne sera mis en difficulté que dans 2-3 ans parce que les Johnny Walker, les Nikita Krylov, les Dominic Reyes, d'ici la fin de l'année, ne seront pas prêts. Et Thiago Santos, il est bien gentil, mais on sait tout ce qui va se passer. Et donc, puis, voilà, au-delà de ça, au-delà du fait qu'il faudrait quelques années pour qu'ils arrivent eux-mêmes dans leur pic physique et technique, au-delà de ça, je vois pas dans les nouveaux arrivants et vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont et ils sont spectaculaires et c'est cool, c'est cool. Mais je vois dans aucun des prospects quelque chose qui pourrait véritablement menacer John Jones, très franchement. Johnny Walker, par exemple, ce que soulignait, là, je suis désolé, j'ai déjà oublié le nom du mec, mais l'intervenant. Uchiwa, ouais. C'est effectivement sa taille, et c'est vrai que John Jones a un peu de mal avec les gens qui ont la même allonge et la même, on va dire, taille et aptitude physique. Mais au-delà de ça, Johnny Walker, pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur ce mec-là, en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il vaut quand il passe au deuxième round ou au troisième round. On s'emballe, Johnny Walker, il met des KO et tout, c'est magnifique. Je suis d'accord, tu vois. Mais en vrai, le vrai test, c'est de voir ce qu'il vaut dans l'adversité, tu vois. C'est-à-dire, parce que si ça se trouve, j'en sais rien. Tu sais, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, tu vois. Genre, tu dois le considérer à la fois mort et vivant. C'est pareil avec Johnny Walker, on doit le considérer à la fois dur et faible en cardio. Non mais tu vois, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment, tu vois, genre. C'est vrai, non, c'est vrai. Et en revanche, on sait que John Jones est capable de faire les 5 rounds, mais tu vois, genre, et donc voilà. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il y a un mystère sur cette KT, et c'est vrai que ça nous fait plus saliver d'imaginer John Jones monter en poids lourd, tu vois. Oui. Alors, question suivante. D'ailleurs, les questions, j'en profite, vous pouvez nous les poser
sur maintenant uniquement Instagram, s'il vous plaît, @lasueur, c'est bien plus pratique pour tout compiler. Un problème, mon cher Rust? Alors, je sais pas pour toi, Polydomso, mais moi, c'est en train de devenir le Kosovo là, pour ton Skype. Oh Lord, oh Non, non, Lord moi have ça va. mercy. Ah ouais? Moi ça va aussi. Allons-y, alors continuons. Donc, Jerry Camacho, salut la sueur. Pour commencer, bravo à vous pour ce que vous faites. Cela fait quelques mois que je vous suis et vous me régalez. Ben, ça nous fait plaisir de te régaler, Jérémy. Continuez comme ça, Manque vous de êtes au respect. top. Sinon, que pensez-vous d'un Connor versus Pettis pour le prochain combat de l'Irlandais? Je pense que ce serait pas mal pour que Connor revienne dans le game et qu'il reprenne confiance. Dans l'autre sens, ce ne serait pas un cadeau pour Pettis. Bah ouais, hein, moi je pense que ce serait un bon, Ouais, ce serait un bon combat. Ce serait un bon combat. Je crois que Polydomso est en train de pondre un alien de son côté. Alors effectivement, oui, ce serait un beau combat et voilà, dès là, stylistiquement, bah, on sait ce que ce serait, quoi. Ce serait un feu d'artifice, un peu, voilà, Masvidal-Til, quoi. On sait ce qu'on aurait, on sait qu'on serait pas déçu, ce serait génial. Bah après, je sais pas, je sais pas ce qui. De toute façon, Anthony Pettis, là, il combat Wonderboy, là. Johnson, Ouais. mais il pourrait. De toute façon, j'ai l'impression que d'après ce que Connor dit, maintenant les catégories de poids, c'est plus vraiment ce qu'il taquine. Exactement. Bientôt en middleweight contre Yoel Romero, messieurs. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un combat ouais, ça va être fun, quoi. Ce serait fun comme combat, mais c'est clair. Hein. Et deuxième question, qui nous fera plaisir parce que ça change un peu des questions habituelles. Et deuxième question, peut-on espérer un retour à l'UFC de Clay Guida, de Carpenter? Personnellement, c'est l'un de mes combattants favoris. J'aimerais bien le revoir dans l'octogone. C'est qu'il commence à se faire vieux tout de même. Merci à vous. Bah oui, ça ferait plaisir de le voir, surtout qu'il apporte toujours finalement. Et puis on a vu avec notre cher... son nom m'échappe, à l'UFC 235 qui a explosé Mickey Gall. Diego Sanchez. Voilà, que finalement les vieux peuvent toujours faire kiffer. Donc c'est vrai que ça ferait plaisir. Je pense qu'il a toujours sa place, à condition d'avoir un bon match-up. Bah, il est largement capable de battre beaucoup de gens. Hein. Ce qu'on disait, tu vois, mais c'est un gars qui peut battre beaucoup de nouveaux venus, quoi. Ça c'est sûr. Enfin... Ouais. Mais en revanche, alors là, si on fait comment dire, le parallèle avec ce qu'on disait plus tôt, en revanche, là, si on a la même chose que ce qui se passe en poids lourd, c'est-à-dire que même au niveau des petits poids, on a des vétérans qui, oui, il y a plein de vannes qui se sont bousculées de ma tête. Si au niveau des petits poids, on a des vétérans qui reviennent et qui commencent à mettre des toises à des jeunes, au poids lourd, ok, c'est un peu plus normal, ça a toujours été. Mais si dans les petites catégories, c'est ça, alors là, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser sur la marche en avant de ce sport. Oh, entièrement d'accord, mon cher Rust. Alors, ensuite, non, il n'y a plus de questions. Donc là, c'était la fin des questions sur Facebook. Je le rappelle, sur Instagram, c'est beaucoup plus pratique pour nous, ladies and gentlemen, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on aura des questions de femmes. Alors, ce regard. Alors, Florian Aiglin, qui nous a posé une question. Hello les gars, vous avez eu le temps de jeter un œil au livre, ce serait tellement bien, sinon joli l'entretien avec le banner héros de jeunesse. A plus, on reste fort. Et oui, c'est ce que j'étais parti chercher tout à l'heure. Florian Aiglin qui nous avait envoyé son livre en pleine lumière avec Conor McGregor, donc que Rust a pu lire, que j'ai pu lire. Polydomso n'a pas encore eu le temps de lui passer dessus à ce bouquin, mais qui est très intéressant, assez court, qui se lit tout seul finalement, avec beaucoup de références pop culture et au MMA actuel. Donc chaudement recommandé. Merci Florian de nous l'avoir envoyé. Nous ne sommes pas payés pour parler de ce bouquin. Je tiens à préciser. Donc voilà, Florian, si tu nous regardes, on a apprécié. Alors, question de... Là, les gars, j'espère que vous êtes accrochés. On va commencer par Maxence. Alors, question de Maxence. Salut la sueur, je suis un fan. Ah oui, en plus Maxence, pleine actualité, superbe. Maxence, salut la sueur, je suis un fan qui ne loupe aucune de vos vidéos. J'ai entendu que Tony Ferguson avait des problèmes, mais aucun site n'a vraiment précisé. Aucun site sauf la sueur, mon cher Maxence. Que lui est-il arrivé? Merci beaucoup d'avance pour votre réponse. Et oui, finalement, Dana White n'avait pas menti quand il avait dit que Tony Ferguson traversait des problèmes personnels et que là, le combat, c'était finalement le dernier de ses problèmes. Ouais, Tony Ferguson, on a peur qu'il développe quand même un cas de CTI finalement assez tôt dans sa carrière.
messieurs, je vous laisse en parler, mais c'est assez préoccupant, je trouve, ce qui se passe pour Tony Ferguson. Bon, alors après, c'est très délicat d'en parler parce qu'on n'est pas du tout expert, tu vois, en questions médicales, psychiatriques et tous ces trucs-là. Et je pense que la frontière est fine entre ce qui est déclenché effectivement par une accumulation de coups et ce qu'on appelle la démence pugilistique, ce qu'a développé Gary Goodridge, par exemple, à la fin de sa carrière, qui frappe beaucoup de combattants qui ont pris énormément de coups, ou même des joueurs de football américain, par exemple. Et on va dire la folie, mais la folie au sens médical du terme, quoi. Enfin, et je pense qu'on ne peut pas déterminer dans le cas de Tony Ferguson, parce que c'était la réflexion que j'avais avec ce cher Rost. On rigole beaucoup, en fait. On rit avec Tony Ferguson parce que c'est quelqu'un de très, très étrange et de très particulier, de très anodin, enfin de très spécial, tu vois, plutôt. Ouais. Et en fait, on rigole parce que ce mec-là est sérieux à 100%. Lui ne rigole pas, tu vois. Enfin, et c'est ça, c'est juste, il est dans son monde. Et je pense que c'est un gars qui est très, très, très particulier. Et ça me surprend pas vraiment d'entendre ce qui s'est passé. On rappelle, hein, il n'a pas dormi pendant 3 jours, il a défoncé toute sa baraque, il a commencé à creuser des trous dans les murs pour voir si on l'espionnait. À changer toutes les serrures. Non, il pensait qu'il avait une puce dans la jambe. Ouais, mais aussi, il était persuadé qu'il y avait des gens dans les murs qui l'écoutaient. Oui, aussi, ouais. Il a balancé de l'eau bénite sur sa femme et tout. Ouais. Enfin, Parce qu'il pensait que c'était une sorcière. C'est vraiment... C'est sérieux. C'est inquiétant surtout. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, pour ma part, c'est qu'on voit bien que sa femme est toujours avec lui. Il n'y a pas ce côté, comme il peut y avoir souvent quand il y a un athlète ou quelqu'un qui a réussi dans le business, où c'est finalement la femme qui veut récupérer la thune ou quelque chose d'un peu bizarre. Là, on voit bien que elle est avec lui, qu'elle fait des statements, enfin des déclarations pour rassurer tout le monde. Donc c'est vraiment, elle a envie que lui se soigne. Donc c'est ce qui est vraiment inquiétant pour ma part, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et parce qu'on précise qu'il a eu donc toutes ces réactions qui sont vraiment. C'est vrai que là, on a l'impression que soit c'est de la paranoïa, peut-être de la schizophrénie. Vraiment, on n'y connaît rien. Très honnêtement, on n'y connaît rien. Mais voilà, ça ressemble vraiment à une maladie mentale assez sérieuse. Mais il n'a jamais été violent envers sa femme et ses enfants, quand même. Il faut le préciser. Et c'est vrai que voilà, c'est très sérieux. Après, il a toujours, comme tu disais, Poydomso, même on se souvient au TUF, il avait vraiment des réactions qui étaient extrêmement étranges. Et quand tu dis qu'il a toujours été dans son monde, c'est vraiment un euphémisme. Hein. Il a toujours été très spécial. Il a toujours été. Personne ne sait comment prendre Tony Ferguson. Et je sais pas. Voilà, maintenant, je sais pas jusqu'à quelle portée est-ce que c'est quelque chose qui a pu lier être soit au fait qu'il n'avait pas dormi, peut-être à sa consommation d'alcool parce qu'on sait qu'il en consommait. On ne sait pas à quel point ça a pu être exacerbé par ça, donc on ne sait pas à quel point ça peut s'améliorer, que ce soit donc par l'arrêt de prise de ces substances ou même par certains médicaments, parce qu'on sait qu'il y a certains médicaments qui réduisent les effets de ces maladies cliniques, de ces maladies mentales. Mais en tout cas, voilà, on ne sait vraiment pas s'il recombattra, parce que revenir de quelque chose comme ça. Après, ce que disaient les gens, parce que j'ai regardé, c'est vrai que les sites français n'en parlent pas, parce que bon, évidemment, sauf la Sueur, évidemment, mais il y a beaucoup de sites américains qui ont parlé un peu du problème et tout. Et d'après ce que j'avais pu lire, ça fait un moment quand même qu'il est dans un état vraiment grave, tu vois. Et là, c'est juste encore un phénomène un peu plus explosif qui s'est passé récemment, mais ça fait un moment que dans la demeure Ferguson, rien ne va plus. Qu'il y a quelque chose de pourri dans la demeure Ferguson, pour paraphraser Shakespeare, tu vois. Genre. Mais il a quand même réussi à rester au plus haut niveau, tu vois. C'est ça qui est fou, tu vois. C'est que peut-être ça fait 2 ans que ça part en sucette totale. Ouais, depuis janvier 2018. Mais sa femme disait que c'est depuis 2007 et depuis le TUF qu'il a parfois des épisodes où il perd un petit peu les repères. Ouais, et du coup, ça l'a pas empêché de rester. À mon avis, c'est ça aussi Ferguson. Déjà, moi, ma pensée par rapport aux combattants qui ont ce niveau-là, c'est que c'est des gens qui ne sont pas dans la norme. Parce que pour accepter de mener cette vie-là, de s'entraîner tous les jours, de prendre des coups et tout ça, c'est que tu es au-delà, en fait. Enfin, là, je parle d'un point de vue sociologique, même pas médical, mais genre, t'es pas comme le citoyen moyen, quoi, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais Ferguson, même par rapport à la norme des combattants, il est extrême, tu vois. C'est un mec qui s'entraîne tout le temps, quoi. Il est tout le temps en train de s'entraîner. Alors, il s'entraîne, il s'amuse en même temps, tu vois. Il a un pantin de Wing Chun, il fait des trucs comme ça. Et c'est ça qui est fabuleux avec ce gars-là, c'est que c'est une gifle
dans la tête de tous les entraîneurs un peu modernes qui disent ouais, faut pas que tu perdes ton temps, faut que tu rationalises ton temps, que tu bosses sur ça, sur ça, sur ça. Lui, il s'entraîne à sa manière et ça marche, tu vois. Ouais, Mais c'est aussi parce qu'il a cette folie, je pense, tu vois, genre. En fait, c'est exactement le terme que tu viens d'utiliser, tu vois. Ces entraîneurs qui disent qu'il faut rationaliser, eh ben, Tony Ferguson, c'est l'irrationalité incarnée, en fait. Et tu vois, et pour rebondir, c'est même probablement ce qui fait que c'était ce combattant d'exception, comme tu disais. C'est un peu comme John Jones. C'est le fait qu'il soit autant dans son monde qui fait qu'il est à ce niveau-là de performance. C'est vrai que, par exemple, il s'est explosé le genou et il voulait pas prendre de certains médicaments parce qu'il n'avait pas confiance, etc. Malgré tout, il est revenu à une vitesse qui est hallucinante. Donc ça veut dire que, enfin voilà, c'est quand on dit que l'esprit triomphe de tout, si on le veut, bah alors lui c'est vraiment, mais son esprit c'est une arme quoi. Mais du coup, Mais à visiblement double tranchant. Ouais, à double tranchant, ouais. Voilà. Donc affaire à suivre pour notre cher Tony Ferguson. En tout cas, nous sommes avec lui. Messieurs, question de Bulbizarre F sur Instagram. Bulbizarre, une question, une question que beaucoup se posent et je pense beaucoup attendaient votre réponse, messieurs, à cette question, pour le moins épineuse. Salut les gars, que pensez-vous de Michael Venom Page? Michael Venom Page qui était attendu au tournoi pour le combat contre notre cher Semtex Paul Daly, combat qui finalement s'est avéré légèrement décevant. Le Semtex c'était un peu un pétard mouillé. Exactement. Non, mais ce qui était étonnant, c'est que c'était vendu quand même comme un affrontement de strikers de haut niveau. Ouais. Et ça s'est révélé être du grappling pendant 3-4 rounds. Et pas de haute volée. Hein. Et sachant que là, le petit Michael Venom Page, on rappelle, va vraisemblablement, j'annonce, un pronostic classeur en carton, va se faire atomiser par Douglas Lima d'ici 1 mois et demi. Voilà. Il y a des chances. Parce que là, voilà, là au niveau du stock market, pour reprendre de Sergent Saint-Pierre, je pense que c'est un petit peu baissé avec le combat contre Paul Daly. Et je pense que contre Douglas Lima, ça n'a pas du tout rigolé. Et on va vraiment voir pour le coup qui est qui et voir qu'effectivement Michael Venom Page, c'est le combattant highlight contre des combattants de seconde zone donc. Et que là, face à la crème de la crème des welterweight, parce que pour moi, Douglas Lima, il est dans le top 5 mondial, toute organisation confondue, ce sera vraiment de trop pour lui. Voilà. Après, je tiens juste à dire que ne faisons peut-être pas néanmoins un procès trop rapide à Michael Venom Page parce que c'est vrai qu'il éclate des mecs qui sont un peu de seconde zone, mais d'un autre côté, il n'a pas encore eu la chance de prouver qu'il pouvait être contre les meilleurs. On sait qu'il est extrêmement bon par sa carrière passée de point karaté fighter. On sait pas encore en fait ce qu'il donne contre les très bons. Donc c'est peut-être un peu tôt pour lui faire un procès, même si effectivement la marche là, elle va être super haute. Ouais. Ça va être le test, l'acide test, tu vois, genre vraiment pour voir, parce que là c'est vrai que Douglas Lima c'est rude, parce que c'est un des meilleurs au monde. Après c'est vrai, il faut pas l'enterrer, quoi, parce que c'est un gars qui apporte quelque chose de très atypique sur la table. Tu vois, ce style de karaté à la touche et cet athlétisme indéniable, tu vois, qu'il présente. Après, au-delà de ça, je pense là je rejoins Rost, on peut même pas lui lancer la pierre à Michael Venom Page. C'est la stratégie marketing de Scott Cooker, quoi. Complètement. Et on en parlait déjà il y a, je pense, 3 ans ou 2 ans, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça fait des années qu'il est au Bellator et que malgré les KO et tout, il n'a pas de progression dans la catégorie. C'était très étonnant parce qu'on avait d'un côté Venom Page qui montait, on nous présentait comme une nouvelle future star, et de l'autre côté, tu avais Douglas Lima, Koreshkov, Daly, tu vois, qui s'affrontaient entre eux, tu vois. Comme s'il y avait 2 catégories, qu'on disait non, mais attends, Venom Page, on le réserve comme ça pour les highlights. Et après, bon, le top du top, c'est Koreshkov, c'est Lima, c'est Rory McDonald, tu vois, après, tu vois. Et là, avec le tournoi, on va vraiment, il y a une rencontre de monde, tu vois. Ouais. Et bon, on sait pas parce qu'on n'est pas devin, tu vois. Et moi, je peux pas te dire, je suis assez inquiet, hein, je partage l'inquiétude de Guillaume sur son prochain combat. Après, il peut peut-être nous surprendre. Ça va être compliqué, mais après, moi, ce que j'apprécie par contre pour Michael Venom Page, à mon avis, oui, voilà, va y avoir ce brutal retour sur terre, mais ça fait plaisir de le voir enfin contre des vrais noms, parce qu'il y a plus ce côté, justement, le mec se tape des gars qui sont soit en pré-retraite, soit qui n'ont plus combattu depuis 3 ans, ou des gars en bilan négatif.
S'il perd, on pourra juste dire il s'est fait désosser comme contre Douglas Lima, ce qui est arrivé à Koreshkov, ce qui n'est en soi pas honteux. Donc, donc évidemment, c'est même un honneur de se faire désosser par Douglas Lima. Donc voilà ce qu'on pense de Michael Venom Page à suivre contre Douglas Lima et on saura enfin de quel bois il est fait. Oui, parce que en plus, je finis juste sur parce que effectivement, comme disait Polydomso, il est plus tout jeune non plus en fait. 32 piges, mais il va sur ses 33. Donc effectivement, ça fait 3-4 piges qu'on en parle et si ça n'avance pas, bah pour lui, ça recule quand même. Ouais. Alors, question de Polyax sur Instagram. Hello la sueur, déjà super boulot que vous faites, vos contenus sont top, de plus en plus réguliers, c'est top, merci Polyax. J'ai une question qui est la suivante que j'aimerais beaucoup voir une réponse sur de votre prochain podcast. Bon, la première question, on va éviter d'y répondre parce qu'on y répond quasiment à chaque podcast. Selon vous, Jon Jones pourra-t-il être reconnu aux yeux du public comme le GOAT un jour ou l'autre malgré ses déboires avec les PIDs? Bon, on y répond à chaque podcast, donc mon cher Polyax, tu regardes tous nos épisodes, à chaque fois, il y a la même réponse. Et ensuite, on se fait cracher dessus. Oui. Deuxième question. C'est le cercle naturel. Voilà. Et la deuxième question, plus intéressante, messieurs. Plus intéressante, qu'on nous pose moins souvent. Anthony Johnson a-t-il la moindre chance s'il revient face à Jon Jones? Parce que c'est finalement le seul combat, un des seuls combats qu'on voudrait voir en light heavyweight si Anthony Johnson descend. Combat qui était Jon Jones. Combat qui était prévu en 2015 jusqu'au au délit de fuite de Jon Jones après son accident de voiture. Et oui, donc c'est vrai que ce sera intéressant, même si bon, Anthony Johnson, s'il revient, ce sera uniquement en poids lourd. Personnellement, oui, il apporte quelque chose de nouveau que Jon Jones n'aurait pas nécessairement encore connu, qui est vraiment... Le bateau est passé. Le bateau est parti, pardon. Le bateau est passé, mais c'est surtout qu'à mon avis, de toute façon, Jon Jones aurait réussi à naviguer sur les eaux, quelles qu'elles soient, tu vois. Et je pense que Anthony Johnson, il présente énormément de menaces, mais je pense que Jon Jones aurait eu largement le skill pour le mettre au sol, pour réussir à justement, naviguer un peu dans la tempête jusqu'à ce qu'elle se calme. Et puis dominer ensuite. J'ai du mal à voir un Jon Jones se faire mettre KO bêtement dans les premières minutes, tu vois. Bon, après, il y a toujours une incertitude parce que quand on a l'explosivité et la puissance de KO d'un Johnson, personne n'est serein, tu vois. Personne n'est serein en faisant face à Johnson. Le défaut des qualités de de Johnson plutôt, c'est que passer en fait les moments d'explosivité et passer en fait le moment où il a pu s'exprimer, il y a presque une barrière mentale, j'ai l'impression, parce que je pense pas que c'est physique, le mec c'est un athlète de haut niveau, mais où il lâche l'affaire, vraiment. Tu vois, quand tu regardes les défaites qu'il a eues, Johnson, notamment contre DC, mais même Belfort, oui, même contre Kochek aussi quand il était welterweight. C'est assez étonnant de dire ça. Tiens. Mais en fait voilà, c'est que quand il s'exprime et qu'il explose le mec en face, c'est une machine. Tout le monde est genre waouh putain, le mec il est invulnérable et tout et imbattable. Et c'est vrai, je suis d'accord. Quand tu le vois comme ça, il fait flipper le mec, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que, et c'est juste mon impression encore une fois, que passer le moment où il a pu exprimer vraiment tout son savoir et toutes ses qualités, si ça termine pas le combat, bah il va pas abandonner, mais je te dis, il va être beaucoup plus passif et il va se laisser dépasser, tu vois. Donc après, moi, Jon Jones, pour moi, c'est un mec qui justement arrive à nullifier les qualités de l'adversaire. Et je pense, là, si tu me demandes, qu'il y aurait des chances qu'il arrive à survivre à ce moment d'explosivité, à ces débuts de round fracassants, tu vois, de Johnson, et qu'ensuite il submerge Johnson, tu vois, genre, je pense. Oui, je pense que c'est clair pour tous les trois. Alors, question de Warman, donc une nouvelle question sur Conor McGregor, messieurs. J'avais fait patienter Warman parce que c'est vrai qu'on en reçoit assez souvent, mais qui est assez intéressante sur un angle différent. Salut la team, déjà merci pour votre travail et continuez à nous régaler, ça fait plaisir de voir un bon média français couvrir le MMA. Merci Warman. J'avais une question, Conor ne semble plus autant s'entraîner avec Ido Portal, le fameux coach de mouvement TouchBud pour les intimes. Qu'auparavant, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus statique et a assimilé la boxe anglaise que Mayweather a utilisée pour le battre, c'est-à-dire une garde haute en avançant directement sur son adversaire.
Pensez-vous qu'il devrait revenir à ce footwork qui avait fait sa force auparavant, ou est-ce qu'une avancée logique dans l'optique d'optimiser son cardio un peu défaillant? C'est peut-être aussi seulement une expérimentation pour les Championship Rounds. Voilà, c'est un peu long, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis là dessus. Force et honneur. Intéressante cette question-là. Eh oui. Alors messieurs, Tu veux commencer, Pauline? Ouais, pourquoi pas. D'autant que c'est d'actualité parce que sur les derniers sparring Ouais, qu'on a vus, il a justement. vraiment adopté encore plus cette garde, tu vois, beaucoup plus traditionnelle finalement, et cette façon de combattre qui est un peu plus, ouais, un peu moins subtile, un peu moins escrimeur, un peu moins float like a butterfly, sting like a bee, tu vois, genre c'est déjà un peu plus, ouais, voilà, traditionnel et tout. Et moi personnellement, je pense que c'est vraiment une mauvaise voie pour Conor McGregor. Je pense qu'il n'arrivera pas à, bah, c'est pas son style, quoi, et ça, il peut pas apprendre ça comme ça sur le tard, tu vois, ouais, genre à il va pas 31 se ans, ouais. transformer, il va pas se transformer en Bruce Malen, tu vois, genre tu sais, Dutch kickboxing à balancer des crochets et finir en low kick. Je le vois mal prendre cette voie-là. Je pense que ce qui a fait son succès justement, c'est cette combinaison de karaté et de boxe anglaise qui, bah, ne peut pas marcher contre tout le monde, mais qui marche contre la plupart des adversaires, tu vois. Et je pense que ouais, c'est peut-être il s'est dit il faut que je travaille, que je sois plus efficace contre les lutteurs, que je me crame moins et tout. Il y a peut-être un calcul, tu vois, à court terme sur sur sa dernière défaite et sur aussi son combat contre notamment contre Ned Diaz, le deuxième, où il avait incorporé un peu plus de low kick et trucs comme ça, parce qu'il a des difficultés. Et je trouve que c'est peut-être un peu trop radical comme changement. Peut-être qu'il devrait juste incorporer un peu plus de stratégie tout en gardant son style, tu vois, parce que bah, c'est là-dedans qu'il est bon, tu vois. Après, moi, personnellement, je sais pas si je le vois encore, ce changement radical. Dans le sens, oui, contre Khabib, il était beaucoup plus, comment dire, flat-footed, les pieds au sol, moins mobile, etc. Statique, ouais. Statique, comme tu disais. Contre Mayweather, oui, il était, voilà, il peut pas adopter la garde qu'il avait contre Eddie Alvarez, contre Mayweather. C'était impossible, ça peut pas marcher. Donc, si on se réfère à ces deux combats, celui contre Khabib et celui contre Mayweather, ok, il n'a pas les mêmes déplacements, il n'a pas la même garde, il n'a pas la même approche du combat que dans ses combats précédents lightweight, c'est sûr. Mais je pense que ce serait un peu dur de le juger sur ça, parce que de toute façon, ces deux occasions, c'était pas des occasions vraiment contre Khabib. Il s'était entraîné que pour la lutte, donc c'était de toute façon pas son style habituel. Et contre Mayweather, c'était l'anglaise, donc il était obligé de l'approcher différemment. Honnêtement, moi, les derniers sparring que j'ai vus là de lui qui sont sortis, j'ai justement retrouvé un petit peu cette légèreté et cette approche beaucoup plus fluide qu'il avait avant. Et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai retrouvé cette approche et je pense que c'est l'approche qu'il reprendrait si on s'en tire à ses propres dires, le fait qu'il veut revenir à son essence, etc. pour les prochains combats. Donc, oui, et je suis carrément d'accord en fait avec toi, Polydomso, et avec l'auditeur. Si jamais il restait dans cette voie beaucoup plus statique et beaucoup plus traditionnelle, je pense que ça le desservirait à mort. Mais vraiment, je suis persuadé que justement, il est sur un retour aux bases et à ce qui a fait son succès. De son dernier sparring, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas. Je partage l'avis de Polydomso. C'est vrai que c'est un peu tard pour tout révolutionner, et c'est pas parce qu'il y a eu finalement cette défaite contre Habib qui est bon, un des plus grands de tous les temps, qu'il faut vraiment tout changer. On en parle quasiment à chaque podcast aujourd'hui. McGregor, il a besoin de se poser, d'être actif, et puis Oui, je pense que tout rentrera dans l'ordre, parce que c'est vrai que le problème, c'est si à chaque fois là il serait en négociation pour revenir en juillet, mais si à chaque fois il combat une fois par an, on a beau avoir la meilleure tactique du monde, avoir tout changé, c'est pas ce qui va apporter, surtout pour un combattant avec le style de Conor, les réponses à ces questions. Voilà. ouais. Alors, question de Franco, eh bien on y a déjà répondu. Il parlait Franco. de Franco BRS, on y a répondu, c'était sur le hold-up Volkanos Demir contre Dominique Reyes. Ouais. Voilà, donc je poursuis, messieurs. Nico. Ah, Nico. Ah. Bonsoir. Grosse pensée pour Rust après cette dure défaite de Darren Till. Ah putain, merci. Dans la même situation que lui. En tout cas, j'attends votre vidéo demain. Et force à vous, les gars, ça va payer. Bon, bah merci. Merci. Incroyable fight entre Till Masvidal, mais déçu. Pensez-vous que Till va revenir? On y a déjà répondu. De questions de Kerjo. Sur Instagram toujours. Alors, Koi qui nous dit méchant KO de Till, il va mettre du temps pour s'en remettre. Non, on a déjà évoqué ça, messieurs.
C'est en direct, hein, c'est en direct, c'est en live que nous disons des questions. Attends, on a dit qu'il allait pas mettre de temps à s'en remettre? Si, qu'il allait en mettre. En fait, c'était la question, c'était est-ce qu'il va mettre du temps à s'en remettre? Donc oui, effectivement, on a dit qu'il allait mettre du temps. Ah oui, ouais. Alors oui, salut la sœur Elvaco. Salut la sœur, bon week-end à vous déjà, c'est vous à quelle heure? Et si c'est diffusé en live sur MC Sport ou le FC London, merci à vous. Eh bien non, parce qu'à cause de la législation, quand les combats commencent à 21h, vous ne pouvez pas les voir en direct en France, donc c'était en différé. Donc sur MC Sport, on y a répondu. Bon bah c'est un peu plus rapide hein, là pour les questions. Ah voilà, ça y est. Vincent Duchapeau qui est de retour avec de nombreuses questions. Merci Vincent pour tes questions qui sont toujours très intéressantes. Alors, tout d'abord Vincent, Ben Askren ne serait-il pas un génie de la com? En provoquant-il depuis des semaines, il a légitimé un combat et a suscité un engouement autour, alors que Dana voulait le rematch contre Lawler. True. Askren aurait donc trouvé la solution pour dépasser la haine de Dana à son égard et le tenir par les couilles en quelque sorte. Bah, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Hein, je pense que... Moi, je pense que est bien malin celui qui tient par les couilles Dana White. Oui, toute proportion gardée. D'autant plus que là, quand même, je rappelle que là, tout le petit tour de manège que Ben Askren a fait à Londres, où il a donné des interviews pour ESPN, pour l'UFC, etc., ça, c'est parce que ça a été validé en amont par l'UFC. Hein. C'est pas Ben Askren qui a toutes les autorisations et les accréditations. Hein. C'est lui-même qui le disait, en fait. C'est-à-dire qu'il a demandé à l'UFC, du coup, je peux y aller, vous me permettez? Et puis après, je fais des interviews et tout. Et l'UFC a dit oui. Donc, ouais, bien malin celui qui arrivera à choper par les coronets Dana White. Et là, c'est lui qui a dit oui, par exemple. Donc, oui. Et d'ailleurs, le plan est parti en fumée avec la victoire de Masvidal. Ouais, j'avoue. Oui. Non, et puis en plus, il faut relativiser. Dana White déteste telle personne, Dana White n'aime pas telle personne. Là, je vais citer Francis Ngannou, hein, les exécutifs de l'UFC, au-delà de tout sentiment personnel, si tu ramènes du pognon et de l'attention, ils vont t'aimer. Donc, Ben Askren, en fait, pourquoi est-ce que Dana White, ouais, peut-être il y avait une inimitié personnelle, c'est possible, mais au-delà de ça, il y avait une grande crainte, c'est que Ben Askren, il n'a pas un style qui est vraiment qui attire les foules, tu vois, et donc voilà, c'était surtout ça, je pense, un peu qui coinçait pendant longtemps, tu vois. Si Ben Askren demain se révèle être une attraction mondiale, bah il y aura trompette, pétale de rose et danseuse pour lui, hein, il y aura pas de problème, hein, ça c'est clair. Et c'est ce qui est en train, pour aller dans le sens de l'auditeur, de se passer en fait, parce que quand même, Ben Askren, là, en quelques événements, et même quand il n'y participe pas, comme ici à Londres, c'est vraiment lui qui s'en tire avec les plus beaux moments. C'est lui qui s'en tire. Honnêtement, là, son stock a encore augmenté à Londres avec toutes les interviews qu'il a données. Il est en train de se transformer en une des personnalités les préférées de l'UFC quand même. Hein. Entièrement d'accord, mon cher Rust. Deuxième question de Vincent qui en pose à chaque fois de nombreuses, donc on essaye un peu de sélectionner pour laisser de la place à tout le monde. Alors, qui est là aussi passionnante. Le débat est ouvert, messieurs. L'UFC n'est-elle pas en crise en ce moment? Après l'annulation de la carte de janvier, JSP qui part à la retraite à cause des négociations, Conor toujours pas de retour alors qu'il susciterait des pay-per-view. Au lieu de ça, il enchaîne les scandales. Ferguson au bord du précipice alors qu'il avait une série monstrueuse. Le mystère de la non-présence de Paulo Costa face à Romero. Habib qui prend son temps pour revenir et qui n'hésitera pas à aller au clash contre l'UFC. Le retour des frères Diaz que tout le monde attend sauf Dana. Dana qui pourrit la victoire d'Askren et sollicite un rematch inutile, etc. Et oui, l'UFC est-elle en crise? Bon, personnellement, moi je pense que c'est cyclique. Crise toute relative, hein, parce que c'est vrai que John Jones a cartonné en pay-per-view. Et pour moi, la vraie réponse, ce sera finalement l'UFC 236, qui est attendu de tous les fans un peu hardcore, mais c'est vrai que du grand public, bah, quelque part, ça bouscule pas les foules, mais je pense que c'est en crise pour les aficionados, parce que mine de rien, le deal ESPN est superbe pour l'UFC. On a vu que pour le pay-per-view de John Jones, la carte tout au long de la semaine, les gens ne s'attendaient pas à ce que ça pète des records, mais grâce à la diffusion sur ESPN, les gens se sont dit je vais acheter le pay-per-view. Donc je pense qu'en fait, moi, c'est une crise. On est tous évidemment déçus de ce qui se passe, mais l'UFC aujourd'hui capitalise à mort sur son accord avec ESPN, et comme l'a dit Polydome justement, tant que les billes rentrent, finalement, tout va bien. Ouais, et puis bon, mine de rien, tu vois, ce qu'il a évoqué, je suis d'accord, hein, pour les fans, c'est horrible, Ouais, qu'il n'y ait pas Borrachinha, ce qui arrive à Tony Ferguson, mais en termes d'impact sur les recettes, sur le chiffre d'affaires de l'UFC, je pense pas que ce soit énorme. Parce que c'est pas des combattants de toute façon qui attirent énormément de gens. On rappelle, hein, Romero Whittaker, ça fait quoi, 200 000 vues, je crois? Oui, exactement, 250 000, ouais, ce qui est triste. Alors que la carte était
ultra chargé. Ouais, moi, ça m'attriste énormément parce que je trouve ça sidérant, un résultat comme ça, tu vois. Mais donc voilà, tu vois, ouais, toute proportion gardée en crise, je pense pas. Hein. Je pense que ça marche plutôt bien pour eux. Ça marche plutôt bien, mais effectivement, pour aller dans votre sens à tous les deux, ça marche plutôt bien, mais effectivement, il n'y a pas de crise, à mon sens non plus. Mais en revanche, il y a vraiment des choses que l'UFC ne fait pas ou fait un peu bizarrement qui pourraient vraiment améliorer. Et alors déjà, par exemple, au niveau de Romero Whittaker, tu vois, comme tu disais, bah, il suffirait peut-être de faire des promos comme le font BT Sports ou ESPN pour l'UFC, et ça partirait peut-être un peu mieux. Donc il y a quand même des choses à faire qu'ils ne font pas. Et si crise, le mot est vraiment trop fort pour moi, mais il devait y avoir, ce serait plutôt peut-être du côté de l'approche de la promotion des combats qui pourrait vraiment, vraiment être améliorée, quoi. Parfait, merci messieurs. On va prendre une dernière question. Oh boy. Le suspense est à son comble. Alors, ah, tu as envie de confiance. Non, mais il y a des questions de temps en temps. Alors, messieurs, dames, les questions auxquelles nous ne répondrons pas dans les podcasts, c'est comment regarder des pay-per-view, comment trouver un bon club de MMA, comment se rendre aux États-Unis, comment acheter les places pour l'UFC. S'il vous plaît, c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions. Alors, donc Jérémy, question de Jérémy. Bonjour les gars, j'ai une petite question pour le podcast. Je me suis toujours demandé si les frais médicaux étaient compris dans les contrats UFC ou autres organisations. Question intéressante. Par exemple, si un combattant prend cher pour pas que sa bourse soit trop touchée, ou si c'est... Ouais, par exemple, si un combattant prend cher, est-ce que ils prennent en charge les assurances, tout ça, pour que sa bourse ne soit pas trop touchée, ou si c'est ses propres frais? Merci pour tout le boulot que vous faites et force à vous. Bah, je sais qu'il y a quelques temps déjà, c'était il y a soit un an ou en tout cas il y a une bonne poignée de mois déjà, l'UFC avait fait un communiqué en disant que, ou c'était peut-être Dana White, en disant qu'ils allaient vraiment augmenter, comment dire, l'apport financier qu'ils allaient donner aux combattants lorsqu'ils se blessent ou lorsqu'ils ont des frais médicaux vraiment assez importants à prendre en charge. Très, très franchement, je ne sais pas si ça s'est fait, je ne sais pas, parce qu'à la base, ce sont les combattants qui payent pour leurs propres frais médicaux. Donc je ne sais pas si ça s'est fait, il n'y a pas eu de nouveau communiqué dessus, donc je... De toute façon, quand tu es un sportif professionnel, tu as une assurance hein, pour ça, tu as déjà de ce point de vue-là. Après, je ne pense pas que l'UFC... mais je m'engage, hein, je ne veux pas m'engager parce que j'en sais rien en fait, ça c'est leur petite soupe interne, tu vois, mais je ne pense pas que l'UFC prenne sur elle les frais médicaux. Enfin, tu vois, par exemple, le mec se pète la jambe à un combat, je pense pas que. Enfin, tu vois, genre, j'ai un doute là-dessus. Tout à fait, oui, surtout que comme on l'a dit à plusieurs reprises, comme il n'y a toujours pas d'union de syndicats, c'est vrai que contrairement aux autres sports comme la NFL et ce genre de choses, c'est un petit peu plus compliqué pour les combattants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que vous le disiez très justement, l'UFC, et ça c'est grâce aussi à l'accord avec ESPN, prend de plus en plus soin des combattants après les combats. Par exemple, là, Darren Till qui a directement été emmené à l'hôpital, il n'y a pas eu cette post-fight interview, enfin dans la cage d'un Darren Till qui avait été touché par une grosse commotion. Donc ça va dans le bon sens, bon sens. Voilà messieurs, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis à la semaine prochaine, dimanche, même heure, même endroit. Ouais. Voilà. Et puis voilà quoi. Hein, et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Et le meilleur c'est Doomsday. Soit.